Good. Et qui en... BFM Business présente la 19e cérémonie des BFM Awards. En direct de la pyramide du Louvre. Laure Closier, Christophe Jacubizzi. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette grande cérémonie des BFM Awards, le 19e millésime. Bonsoir Christophe. Bonsoir Laure, bonsoir à tous et nous sommes à nouveau réunis sous la pyramide du Louvre pour le plus grand dîner business de France. Bienvenue. Notre thème, cette année, il est un peu ambitieux mais il est nécessaire. Changer le monde, décarbonation, souveraineté, féminisation. Tout ça, ça se passe déjà dans les entreprises. On est là, ici ce soir, pour célébrer celles et ceux qui se sont réveillés et depuis longtemps. Vous avez dit célébrer, Laure, et c'est bien le mot. Plus que jamais, il faut savoir profiter de ces moments d'apaisement et de réjouissance. Carpe diem, on va donc vous célébrer ce soir, vous, chefs d'entreprise. On va aussi célébrer les athlètes des Jeux Olympiques qui nous font le plaisir d'être présents ce soir avec nous. Vous pouvez d'ores et déjà les applaudir. Bravo à eux, leur tâche est lourde. Il va falloir nous faire rêver la France, nous faire gagner aussi. C'est leur défi. On va commencer tout de suite avec une catégorie d'ambitieux, les entrepreneurs qui veulent souvent tout changer. C'est parti pour la révélation de l'année. Et pour remettre ce premier prix, je vous demande d'accueillir Estelle Bracanoff, la directrice générale de Veolia. Et notre gymnaste multimédaillée, Marine Boyer, capitaine de l'équipe de gymnastique. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir. Bienvenue au BFM Awards. Estelle Bracanoff, Veolia, spécialiste de la gestion de l'eau, des déchets, du recyclage. Autant dire que le monde de demain, qui est le thème de notre soirée, c'est déjà vous. Et justement, vous revenez il y a quelques heures de Dubaï, de la COP28. Premier bilan, est-ce que vous êtes revenu un peu désespéré ou au contraire plein d'optimisme? Optimiste, mais un optimisme de combat, comme souvent quand on fait mon métier. Moi, ce que j'ai vu à la COP, c'est toutes sortes de gens, des pouvoirs publics, des entreprises, qui parlent solutions, qui parlent rythme. Comment est-ce qu'on va pouvoir décarboner le mix énergétique? À quelle vitesse faut-il le faire? Comment accélérer sur les énergies renouvelables? Accélérer sur la sortie du charbon? Donc moi, quand on parle solution, j'ai envie de voir l'aspect optimisme de tout ça. Quand on regarde par rapport à il y a quelques années, on était loin d'en être là. Bon. Changer le monde, ça veut aussi dire bouger l'entreprise en interne. Vous avez plus de 200 000 salariés chez Veolia. Vous avez pris une décision récemment. Tout le monde a désormais le même socle de protection sociale. Tout le monde est à la Sécu française. C'est ça? Alors, effectivement, c'est une des premières décisions que j'ai prises en tant que directrice générale. C'est le plan Veolia Cares, de socle minimum social mondial. C'est-à-dire que quelle que soit la législation locale, on a au moins droit à un certain nombre de choses, du congé maternité, de l'assurance santé, de l'aide pour les aidants. Et on me pose souvent la question d'où est-ce que ça fait le plus de différence. Eh bien, je crois pouvoir dire que c'est aux États-Unis. Donc ne pensons pas qu'au pays du Sud, on a la chance d'avoir un modèle censé généreux. Et en l'occurrence, une grande entreprise, elle peut aussi investir sur ses salariés qui sont des ambassadeurs. Marine Boyer, bonsoir. Vous avez 24 ans, vous êtes la capitaine de l'équipe de France de gymnastique pour les Jeux Olympiques. On compte sur vous. Hein. À 24 ans, déjà médaillée de bronze de la compétition par équipe au dernier championnat du monde. Cette fois-ci, une médaille olympique, j'imagine, pour vous et pour toute votre coéquipière. Bonsoir à tous. Non, c'est vrai que ça donne
pas mal d'envie. On l'a fait là, au dernier mondiaux, donc il n'y a plus qu'à faire ça au jeu. Ben, on compte sur vous, vous savez, on vous supporte. On est là. On est là. C'est gentil, je travaille pour en tout cas. Je vais vous demander de bien vouloir, Estelle Brachanoff, nous révéler le vainqueur pour ce premier prix de l'entrepreneur, de la révélation de l'année, pardon. Alors le vainqueur est vainqueur puisqu'il s'agit de Eleonore Crespo de Pigment. Eleonore vous pouvez l'applaudir. Crespo de Pigment qui va nous rejoindre. Où est-elle? Elle est là. Venez. Fondée en 2019 par Eleonore Crespo et Romain Nicoli quelques mois avant la pandémie, Pigment développe une plateforme logicielle de planification financière. Ses ambitions, offrir aux entreprises un outil moderne pour travailler leurs données en temps réel tout en supprimant les tâches répétitives. Plus simplement, Pigment rend les prévisions financières de ses clients plus faciles et accessibles à tous. Avec un montant total de 248 millions de dollars levés depuis sa création, l'entreprise a multiplié par 10 le nombre de ses utilisateurs à l'échelle mondiale en 2022, provenant d'entreprises telles que Klarna, Tinder ou Webhelp. Grâce à ses 270 employés répartis dans des bureaux à Paris, Londres, New York et Toronto, Pigment compte bien continuer sa croissance et a laissé une empreinte durable dans l'industrie technologique. L'objectif est désormais d'investir massivement dans l'innovation et notamment dans l'intelligence artificielle. Révélation de l'année, ce trophée de la part d'une patronne du CAC 40 qui vous donne ce BFM Award de révélation de l'année. Bravo à vous, Eleonore, changez le monde. Alors vous avez déjà ringardisé Excel, c'était déjà quand même pas mal. Ensuite, vous êtes quand même la première femme à rentrer dans le Lex 40, la première depuis cette année en début d'année. C'est quoi l'étape d'après ? Merci, bonsoir à tous. Merci au jury, merci BFM. Et puis surtout, merci à mes collaborateurs, à mes clients, à nos partenaires, sans qui, évidemment, nous n'aurions pas eu ce prix ce soir. Alors, changer le monde. Pigment, ce n'est pas une plateforme technologique. Pigment, c'est une entreprise qui aide des milliers d'entreprises et qui a pour vocation d'en aider des milliers d'autres à prendre de meilleures décisions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, prendre de meilleures décisions ? Prendre de meilleures décisions, c'est investir au bon endroit, créer de l'emploi, investir dans l'innovation, optimiser ses ressources, aider les entreprises à la transition écologique, à la décarbonation. Et puis Pigment, tout simplement, c'est une entreprise qui a eu une croissance fabuleuse ces dernières années, qui fait partie des entreprises du secteur technologique qui ont eu la plus belle croissance. Et je pense que c'est parce que Pigment aide et a pour vocation à anticiper demain. Merci beaucoup. Merci à vous, Eleonore. Merci et bravo. Alors, on a quelqu'un qui voulait spécialement être présente ce soir pour faire passer un message, justement, peut-être pour vous transformer un jour en entreprise du CAC 40, passer du Next au CAC. On accueille Olivia Grégoire, qui est la ministre chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Venez. Bonsoir Olivia Grégoire. Alors, bonsoir. On a compris que c'était votre mission en ce moment, transformer les PME en ETI, parce que souvent c'est là où le bas blesse pour l'économie française, et peut-être effectivement demain les transformer ensuite en grande entreprise du CAC 40. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, vous m'autoriserez, cher Christophe Jacubizine, de saluer quand même ce plateau résolument féminin. Ça fait quand même très plaisir de voir une dirigeante emblématique du CAC 40 qui récompense une dirigeante emblématique du Next 40 au féminin, et un immense bravo. Et je ne doute pas que, messieurs, vous en soyez aussi fiers. La mission de tous les gouvernements, c'est d'accompagner les PME et de les faire grandir. Vous le savez comme moi, on a là-dessus un défi depuis des décennies. Il y a quand même 2-3 choses qui ont changé. Il y a 15 ans, quand on parlait à des entrepreneurs, le mot dont ils nous parlaient en permanence, c'était investissement, fonds propres. Il y avait une vraie réalité qui était qu'on manquait d'argent et d'investissement dans nos PME de croissance. Après 6 ans, 2017-2023, c'est 150 milliards d'euros quand même entre le plan de relance et France 2030 qui ont été directement fléchés pour investir dans nos entreprises, nos PME, nos ETI. 40 milliards directement investis dans les PME. Donc on parle de moins en moins en réalité
de financement. On a des acteurs dont la BPI, mais aussi les banques qui font un travail incommensurable. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est l'accompagnement. Comment vous accompagner en matière de normes, en matière réglementaire pour vous faciliter la tâche. Et donc j'ai créé, et le président de la République a lancé il y a une dizaine de jours, un programme important qui s'appelle Étincelle. Étincelle est simple, il a vocation à accompagner des PME de croissance, totalement du genre, si je puis me permettre, de Pigment, pour vous aider à être en contact direct aussi avec les administrations quand ça bloque. Et je sais que parfois, ça bloque. Vous aider à l'export, vous aider sur les normes. En réalité, vous avez aujourd'hui une équipe à l'intérieur de l'administration dont la mission, c'est une à une accompagner des promotions de PME de croissance pour leur permettre d'accéder plus facilement qui au marché public, qui à l'export ou qui a des labels comme le label bas carbone qui est de plus en plus utilisé. Déblayer le chemin, vous retirer les cailloux et faire en sorte que vous ayez, vous les PME de croissance, dans l'administration, une capacité à avoir des correspondants avec qui vous pouvez parler et échanger sur vos problèmes. Je sais que vous le savez, Veolia accompagne et travaille beaucoup avec des PME, mais on n'est pas staffé de la même façon quand on est un grand groupe, une très belle ETI et une PME de croissance. Il faut donc accompagner plus ces pépites pour qu'elles accèdent plus facilement à l'export, au développement et au marché porteur. Vous êtes cordialement invités, chers Pigments, à rejoindre l'équipe du programme Étincelle, tout comme celles et ceux qui seront à la tête de PME de croissance, 10% au moins de croissance sur les 2 dernières années, et entre 60 et 220 collaborateurs pour rejoindre le programme. Ça vient d'être lancé, c'est une invitation, en plus des félicitations. On dit plus start-up, on dit PME de croissance. Hein. C'est pas la même chose, vous avez des PME de croissance qui sont pas dans la tech. Ouais. Et on dit ETI Nation aussi maintenant. On dit entreprise de taille intermédiaire, voilà. Le français est une très belle langue. Merci à toutes les 4 d'avoir été avec nous ce soir. On va continuer ensemble, je vous invite à regagner la salle. On va continuer ensemble à changer le monde. Bravo à Éléonore Crespo de Pigment. On va changer le monde avec un défi de taille. Un défi de taille, si ce n'est le plus gros défi de l'humanité. C'est bien sûr la révolution digitale, le raz-de-marée de l'intelligence artificielle. Et c'est l'objet de notre 2e prix, la transformation digitale. Et pour remettre ce prix la transformation digitale... Bonsoir, excusez-moi, bonsoir Madame de Malherbe. Bonsoir Monsieur Pujadas. Oui. Mais en fait on travaille. Pardon d'interrompre une cérémonie. Bonsoir messieurs dames. J'interromps une cérémonie à laquelle j'ai même pas été convié. Je sais que c'est un peu grossier. D'ailleurs je comprends pas bien pourquoi j'ai pas été invité à cette cérémonie parce que je commence un tout petit peu à peser lourd dans le domaine de la tech, si je peux me permettre. Mais j'étais dans le carrousel parce que je cherchais l'Apple Store parce que j'arrive pas à installer l'Apple TV sur mon... Vous avez 5 minutes? Hein, oui, de toute façon, ça fait pas des audiences stratosphériques. Si, quand même. C'est un peu comme les Césars, quoi. Les gens regardent 5 minutes pour voir les robes et puis là, ils vont regarder moins de 5 minutes parce que c'est pas la Fashion Week. Bref, donc je n'arrive pas à installer mon Apple TV. Ça me met Your device has failed verification and may not works properly. Donc, je me doute que personne ici n'a le niveau d'anglais nécessaire pour me venir en aide. Mais voilà, je suis enquiquiné, moi, comme on dit dans le milieu de la finance, parce que l'Apple Store n'existe plus. Ça a été remplacé par un Nature et Découverte. Oui. Parce que ça, c'est le monde à l'envers. Moi, j'étais persuadé qu'Apple, ça marchait... On travaille, Vincent. Oui, mais simplement, j'ai besoin d'aide si quelqu'un ici... Parce qu'on m'a dit, il y a des gens très influents réunis sous la pyramide. Oui. Donc, je me suis dit, ça, c'est soit les Illuminati, soit les BFM Business. Et j'ai besoin d'aide. Si quelqu'un peut me sortir de mon pétrin avec mon smartphone, je suis là. Help, comme on dit dans la Silicon Valley. Très bien. Vous me reconnaîtrez facilement, je suis le seul garçon qui a osé une tenue un petit peu flashy ce soir. Voilà. Je vous laisse. Et vous m'envoyez, dès que vous trouvez quelqu'un qui n'est pas intimidé par les nouvelles technologies, vous me l'envoyez. Merci beaucoup Vincent Dedienne. Merci à vous. Merci Madame Pulvar. Vincent Dedienne. Mais je vous en prie. Merci Madame Pulvar. Merci Monsieur Montebourg. Ça fait plaisir de vous voir de nouveau ensemble. Vous avez vu, hein? Ouais, on est revenu. C'est gentil. Il a rien compris. Non, mais c'est pas grave. Bon, on va quand même remettre le vrai prix là. On va vraiment passer au prix de la transformation digitale avec notre partenaire, Alter.
Aujourd'hui, on se trouve à Lyon, dans les bureaux d'Alter France, spécialiste de solutions logicielles en intelligence artificielle, qui s'associe au BFM Awards pour le prix de la transformation digitale. Mais avant de découvrir le lauréat, on va tout de suite poser quelques questions au président d'Alter France, François Weller. Alors, c'est la première fois qu'Alter est partenaire des BFM Awards. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer cette année ? Ce sont des récompenses très prestigieuses et nous avions envie, de soutenir et nous associer aux femmes et aux hommes qui transforment les entreprises de l'intérieur. Vous parrainez le prix de la transformation digitale. Qu'est-ce qui récompense exactement ce prix ? Cette année, on a proposé à BFM Business de vraiment l'axer sur l'intelligence artificielle, mais plutôt que de parler des risques associés ou des potentialités, vraiment de regarder les cas concrets de déploiement en entreprise. Et on n'a pas été déçus avec le jury. On a eu des cas et des projets vraiment très divers et très intéressants qui nous ont permis de mieux comprendre où en étaient les entreprises avec l'intelligence artificielle. Et alors, qu'est-ce qu'il représente ce prix de la transformation digitale pour Alter ? Alors nous, c'est notre cœur de métier, donc on avait à cœur d'être associés pour pouvoir mettre en avant notre culture et nos talents, parce que nous restons une entreprise encore méconnue dans certains secteurs industriels, et donc on souhaitait pouvoir mettre en lumière nos équipes, tout simplement. Merci François Weller. Merci Rebecca. Il est maintenant temps de découvrir qui est sorti du lot cette année. Rendez-vous dans quelques secondes pour connaître le gagnant. Et pour remettre ce prix de la transformation digitale, nous accueillons Maurice Lévy, le fondateur de Publicis et de Vivatech. Et Pierre Barnabé, directeur général de Soitec, l'un des morceaux de notre souveraineté numérique dans les semi-conducteurs. Bonjour à tous les deux. Maurice Lévy, vous discutez avec Elon Musk, vous discutez avec Sam Altman, vous êtes un homme de révolution, vous avez connu beaucoup d'évolutions. L'intelligence artificielle, franchement, quand vous y pensez avant de vous coucher, est-ce que parfois ça vous fout un peu les jetons ? Oui, un peu. Mais l'intelligence artificielle, pour moi, c'est un peu comme le nucléaire. C'est tout juste un handle with care, comme on dit. Il faut voir tout le potentiel qui est assez extraordinaire et en même temps prendre les précautions pour que la partie qui pourrait être pernicieuse ou dangereuse soit plutôt éliminée ou protégée de façon à ce que ça ne se répande pas sur la Terre. Donc c'est une formidable invention, c'est quelque chose qui peut porter une croissance considérable pour les pays qui savent s'en servir. Et moi j'ai une très grande confiance dans l'intelligence artificielle. On est rassurés. Non. Non, non, pardon. Non. Je continue à être un peu inquiète. Ah. Pierre Barnabé, le directeur général de Soitec, c'est évidemment très important les semi-conducteurs. Et Soitec est aujourd'hui l'un des morceaux clés, l'un des morceaux du puzzle de notre souveraineté numérique. Mais quand même, face à TSMC, le Taïwanais, face à Nvidia, est-ce qu'on peut encore être dans cette course des semi-conducteurs ? Bien évidemment, tout simplement parce qu'aucun pays, même les plus puissants, ne peuvent couvrir la totalité de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Là, autour de nous, il doit y avoir 200, 300 000 semi-conducteurs qui nous aident dans cette soirée. Les États-Unis, la Chine sont des grandes puissances, mais ne peuvent pas tout couvrir. Il s'avère qu'en France, en Europe, il y a des gens mondiaux qui ont des positions uniques. On pense à ASML aux Pays-Bas, on pense à Infineon en Allemagne, ST Microelectronics et Soitec. Soitec équipe 100% des téléphones mobiles dans le monde. Grâce à Soitec, on économise 25 à 30% de batterie. Voilà, on est tous contents de ça. Et demain, 100% des voitures électriques seront équipées de Soitec. Donc oui, il y a des briques essentielles à notre souveraineté, présentes en Europe avec une couverture mondiale. Et tant mieux, l'Europe ayant en plus la particularité d'être très attachée à la réduction de l'empreinte carbone. Nous sommes tous Soitec Inside. Exactement, Soitec Inside. Je vous demandais, Pierre Barnabé, de nous révéler donc le nom du lauréat du prix de la transformation digitale. Le lauréat de la catégorie transformation digitale est attribué à Olivier Laureau et Virginie Dominguez de la société Servie. Olivier Laureau et Virginie Dominguez qui vont nous rejoindre sur scène, tous les deux, venez. Dans le paysage pharmaceutique, Servier se positionne comme un leader mondial avec un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros en 2022.
Ce géant de la santé compte aujourd'hui 21 400 collaborateurs, dont 1600 spécialement dédiés à la R&D et 800 experts pour le digital. Fort de sa production locale, 97% des ingrédients actifs de ces médicaments sont fabriqués en France et plus de la moitié de ces investissements sont injectés dans l'économie française. Comme toujours, depuis sa création en 1954, Servier fait preuve d'innovation en plaçant notamment l'IA et la data au cœur de sa stratégie de recherche et développement. En s'associant avec des entreprises pionnières dans ce secteur, le groupe vise à accroître ses capacités d'innovation au bénéfice des patients en ciblant particulièrement les cancers difficiles à traiter. Profondément attachée à ses racines en France, notamment dans le Loiret, l'entreprise entend injecter plus de 100 millions d'euros pour développer son usine à Gidy. Ce site historique, aujourd'hui responsable de 40% de la production des médicaments du groupe, s'apprête à accroître sa capacité de 245 à 300 millions de boîtes par an d'ici 2030. Servier continue ainsi de tisser son engagement pour l'innovation et l'emploi local, écrivant un nouveau chapitre dans son histoire, riche et dynamique. Olivier Leroux, Virginie Dominguez, ce prix qui vous est remis par Maurice Lévy. Alors, comme vous voulez, vous pouvez vous le partager. Oui, avant cela, je voudrais vous dire que je suis extrêmement admiratif, pas seulement pour la transformation digitale, mais pour la transformation absolument formidable, puisque on sait que Servier a failli être emporté par une crise, et vous avez fait un travail absolument remarquable. Bravo. Et c'est pas fini, Maurice Lévy, puisque la transformation digitale, c'est le tout début. Ouais. On en est au début de l'intelligence artificielle. Un patient sur deux seulement prend correctement son traitement quand il a une maladie chronique. Concrètement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va changer dans son quotidien? Vous soulevez la question de l'adhérence au traitement, qui est un véritable problème. C'est un fléau, l'adhérence au traitement, puisque malheureusement, dans le monde, beaucoup de patients ne suivent pas leur traitement. Le coût total pour l'Europe de ne pas suivre un traitement, c'est plus de 125 milliards d'euros. En France, c'est plus de 10 milliards d'euros de ne pas suivre ces traitements. Le digital va permettre de mieux identifier les patients, évidemment, qui ne suivent pas leur traitement et de les conduire à suivre leur traitement pour participer aux économies dont nous avons besoin sur le plan social. Mais plus au fond, je dirais, qu'est-ce que la transformation digitale a apporté chez Servier ? Eh bien, elle nous a permis d'aller beaucoup plus vite dans la découverte de molécules innovantes. Je le dis souvent, les patients sont impatients d'être soignés et sauvés. Il nous appartient, grâce au digital, d'aller encore plus vite sur l'innovation. Il nous appartient, grâce au digital, d'apporter aux patients et aux professionnels de santé des services dont ils ont besoin, pour le diagnostic, pour le suivi des traitements, l'adhérence dont vous parliez. Et puis, le digital est une partie intégrante de la création de valeur sur l'ensemble du cycle de notre industrie. Donc vraiment, le digital est un élément, mais c'est un levier clé pour notre groupe. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, sous la responsabilité de Virginie, d'y investir énormément de ressources humaines, des talents et des ressources financières. Alors justement, avec Virginie Dominguez, qui est vice-présidente chargée de la data, du digital et des systèmes d'information, on va prendre un exemple, parce que l'IA, elle révolutionne aussi la manière dont on fait des essais cliniques. On l'a vu pendant la période du Covid, grâce à des jumeaux numériques, on a pu tester les vaccins sur des machines en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est en train d'accélérer votre industrie pour trouver de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules. Oui, tout à fait. Dans l'industrie pharmaceutique, la R&D, c'est vraiment le cœur système. Et on est beaucoup à avoir rejoint cette industrie-là parce qu'on veut amener des nouveaux médicaments transformants pour la vie des patients. Et en particulier chez Servier, nous avons décidé de travailler sur les maladies rares et difficiles à traiter. Alors il y a deux challenges en R&D dans l'industrie pharmaceutique. Le premier, c'est ce qu'on appelle la probabilité de succès. Il faut savoir que plus de 90% des projets de recherche échouent à un moment ou à un autre. Et le temps de développement des nouveaux médicaments, qui est entre 10 et 15 ans en moyenne. Et donc l'ensemble des équipes technologiques que je dirige ont à cœur de travailler main dans la main avec nos collègues de la R&D pour travailler sur ces deux enjeux majeurs, la probabilité de succès et le temps de développement. Donc qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent concrètement? On a développé par exemple des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de mieux comprendre les maladies. Comme je le disais tout à l'heure, on a décidé d'aller sur des maladies rares, donc par définition peu connues. Et la première chose, c'est de bien les comprendre pour bien choisir des cibles thérapeutiques.
Un autre exemple, on a travaillé sur des environnements analytiques très avancés et des grosses puissances de calcul pour accélérer les analyses. On a certaines analyses qui nous prenaient 3 semaines auparavant et qui aujourd'hui nous prennent une demi-journée. Chaque mois gagné, c'est des mois gagnés pour les patients. Donc je partage une conviction, nous voulons mettre l'innovation technologique au service de la science pour trouver plus rapidement de nouveaux traitements pour les patients souffrant de maladies graves et difficiles à traiter. Merci et bravo, donc à tous les deux, à Servier. Merci à tous les 4. Merci beaucoup et voilà, savourez votre succès, votre victoire. Merci à vous. Vous pouvez rejoindre la salle. Merci. C'est maintenant le moment de remettre le prix de l'entrepreneur de l'année. Entrepreneur de l'année qui, comme le veut la tradition, est désigné lors d'un vote des anciens lauréats des BFM Awards. Ils ont dû départager les 3 finalistes issus d'un processus de sélection conduit par notre partenaire Accuracy. Ça n'a pas été simple. On regarde. Nous voici donc dans les bureaux du cabinet de conseil financier Accuracy à Paris, notre partenaire pour ce prix de l'entrepreneur au BFM Awards. Mais avant de découvrir le lauréat, on part tout de suite à la rencontre de son président, Frédéric Duponchel, pour lui poser quelques questions. Bonjour Frédéric Duponchel. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est important pour Accuracy d'être partenaire des BFM Awards ? Écoutez, c'est important pour nous parce qu'on apprécie énormément de travailler aux côtés des équipes de BFM pour procéder à cette sélection du meilleur entrepreneur de l'année. Et pourquoi particulièrement à ce prix-là de l'entrepreneur de l'année ? Parce qu'on estime que dans ce rôle, on est vraiment au cœur de ce qu'on sait faire en étant nous-mêmes à la fois entrepreneurs, puisque nous avons créé notre société de conseil, et puis experts, donc avec une capacité technique, d'analyse et d'apprécier lesquels 3 candidats pourront être sélectionnés. Et alors, quels sont les critères de sélection et comment se sont passées les délibérations ? Vous avez la personnalité de l'entrepreneur lui-même, la construction entrepreneuriale et la réalisation, également le fait que l'entreprise ait pu faire un moment l'actualité. Ça, c'est très important. Puis les délibérations, lors du vote final devant les 3 candidats, c'est très bien passé. Mais je n'en dirai pas plus car c'est confidentiel. Merci beaucoup Frédéric Duponchel. Merci à vous. Et ben voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à découvrir le gagnant. Et pour remettre donc ce nouveau prix, nous accueillons Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. Et Nanténin Keita, championne du 400 mètres paralympique. Bonjour, merci d'être là. Merci à tous les deux d'être là avec nous ce soir. Alexandre Bompard, vous faites partie des sponsors des Jeux Olympiques, mais on ne va pas en parler tout de suite, on garde ça pour tout à l'heure. Avant, on va revenir sur notre thème, changer le monde. Quand on travaille dans le retail, changer le monde, c'est un peu faire baisser les prix. On ne va pas refaire les négociations commerciales ce soir, c'est pacifique hein, comme cérémonie, voilà, c'est comme cérémonie. Mais quand même, là, vous avez commencé à négocier. Est-ce que les prix vont baisser ? Les prix vont baisser au début de l'année prochaine. C'est-à-dire, en tout cas, ils vont arrêter de monter. J'ai entendu des A dans la salle. Voilà, exactement. Bah, chez nous aussi, ça fait des grands A. On est en période de discussion et de négociation avec les grandes multinationales industrielles, avec un objectif, arrêter la spirale de l'inflation. On a une inflation à 2 chiffres en ce moment, depuis plusieurs mois. Il n'y aura plus d'inflation à 2 chiffres dans quelques semaines. Et puis, on devrait être avec une inflation proche de 0, le plus proche possible. Et donc, en effet, on est en période de négociation avec nos amis, parce que ce sont des amis industriels, en leur disant, cette fois-ci, il faut qu'ensemble, on fasse baisser durablement les prix de l'inflation en France. Alexandre Bompard, changer le monde, c'est aussi sans doute consommer autrement, une consommation plus durable, plus responsable, peut-être moins consommer. Est-ce que c'est compatible avec votre modèle de consommer moins ? D'abord, vous savez, les Français, les 2 dernières années, ils ne se sont pas posé exactement cette question. Ils ont dû renoncer à consommer. Ils ont renoncé à des choses qu'ils aimaient, à des achats plaisir, à du non-alimentaire, et même à des produits alimentaires qu'ils aimaient et qui symbolisaient le bien manger. Notre responsabilité à nous, et j'allais dire la noblesse de notre métier, c'est d'essayer de résoudre cette contradiction apparente entre défense du pouvoir d'achat et alimentation saine et durable. C'est ce qu'on appelle notre raison d'être, la transition alimentaire pour tous. On le fait comment ? On le fait avec notre marque propre. On a retiré des substances controversées, du sucre, du sel.
On le fait à travers nos engagements sur le bio. On le fait à travers l'ensemble des engagements que prend l'entreprise aussi autour des produits frais accessibles. L'idée, c'est qu'on aide nos clients qui ont beaucoup souffert de cette hyperinflation à concilier ce pouvoir d'achat qui est si contraint et une qualité alimentaire qui est si importante pour eux. Nantes Keita, vous êtes une de nos para-athlètes les plus médaillées de l'histoire française. Alors tenez-vous bien, championne paralympique du 400 mètres à Rio en 2016, médaillée d'argent, de bronze à Pékin, de bronze à Londres, 2 fois championne du monde. J'arrête parce que sinon on va y passer la cérémonie. Ces Jeux, vous les préparez depuis Tokyo. Là, Paris, vous allez tout donner. Oui, bonsoir tout le monde. Effectivement, là, Paris, ça va être mes derniers Jeux, mes 5e Jeux. J'arrête les Jeux. Mais oui, effectivement, je vais tout donner parce qu'on a la chance d'avoir les Jeux à la maison. C'est un super accélérateur d'avoir les Jeux à la maison. Donc, je vais tout donner sur la piste, mais aussi en dehors de la piste. On va vous suivre. On va vous suivre avec grande attention. beaucoup d'intérêt. On vous retrouvera tout à l'heure avec tous les autres champions qui sont présents ce soir. Alors, dites tout, Alexandre Bompard, qui est notre entrepreneur de l'année? Tu vais? Oui, allez-y. Alors j'ai beaucoup de chance parce que c'est une entreprise dont l'actionnaire principal est un des meilleurs entrepreneurs français. Il s'appelle Jacques Veyrat. Mais le meilleur entrepreneur de l'année, c'est le fondateur de cette entreprise qui s'appelle Neoen, Xavier Barbaro. Xavier Barbaro de Neoen qui va nous rejoindre sur scène. Venez nous rejoindre, Xavier. Il y a 15 ans, Xavier Barbaro faisait un choix audacieux. Animé par une conviction profonde envers les énergies renouvelables, les ENR, il fonde en 2008 Neoen, une entreprise spécialisée dans les énergies solaires et éoliennes. Ce secteur de l'énergie en plein essor présentait à l'époque des incertitudes évidentes, mais Xavier y a vu des opportunités. Il s'est donc lancé dans l'aventure avec une conviction forte. Rien n'empêcherait une entreprise française de devenir leader mondial. En moins de 10 ans, Xavier Barbaro réussit son pari. Neoen devient une licorne et, animal doublement rare, une licorne verte. Autre particularité de cette licorne, elle est devenue une des meilleures en stockage en s'alliant avec les plus grands. En 2018, l'entreprise franchit une autre étape cruciale et entre en bourse pour atteindre aujourd'hui les 4,5 milliards d'euros de capitalisation. Aujourd'hui, forte d'une équipe qui regroupe 395 collaborateurs de 42 nationalités présentes dans une quinzaine de pays, Neoen voit encore plus loin et se fixe un nouveau cap très ambitieux. Celui de tripler de taille avant la fin de la décennie pour atteindre 20 gigawatts, soit la puissance de 20 réacteurs nucléaires. Par Alexandre Bompard. Allez-y, vous pouvez lui remettre le prix. Faut lui donner maintenant. Oui. Alors Xavier Barbaro, félicitations d'abord. Ensuite, on sait que les besoins en électricité vont être colossaux au cours des prochaines années. En 2030, c'est plus 60% de production électrique qu'il nous faudra pour répondre à la demande. On sait que en termes d'énergie nucléaire, on n'y arrivera pas à cette date-là. Et pour construire de nouveaux EPR, il faut de nombreuses années. Est-ce que, avec vous, avec le solaire, l'éolien, on va y parvenir? Je pense que oui. Je pense que oui en France. Je pense que oui aussi dans les autres pays où Neoen travaille, en Australie, en Finlande, au Mexique et ailleurs. Parce que les projets qu'on développe, que ce soit du solaire ou de l'éolien, aujourd'hui, ils sont prêts. On a d'abord le savoir-faire. On a travaillé depuis 10 ans, depuis 15 ans pour préparer ces projets. On a le capital grâce à notre actionnaire. Comme le rappelait Alexandre, on a été soutenu depuis 15 ans par Jacques Veyrat. On est aussi une entreprise cotée. On a une vraie filière d'excellence française qui, à travers nous et évidemment à travers d'autres, aujourd'hui investit en France et s'exporte. Aujourd'hui, des Bouygues, des FH, des Vinci, des Saft, des Nexans participent eux aussi à cette transition énergétique. Et donc c'est possible et c'est même souhaitable puisqu'aujourd'hui le monde devient de plus en plus électrique et donc on sera évidemment au rendez-vous. Alors moi j'entends, votre actionnaire il est super, on est d'accord, on l'adore sur BFM Business, mais quand même combien de temps vous pouvez réussir à rester comme ça quasiment en solo avant d'être racheté par Total Energy ou par Engie qui quand même ont quelques ambitions par-ci par-là dans le solaire et l'éolien? Neoen vient de fêter ses 15 ans.
Oh, mais ça, on nous n'a rien à disait voir. déjà ça il y a 5 ans, on nous disait déjà ça il y a 10 ans et on est encore là et on est encore indépendant. Bien sûr, il faut du capital, mais aujourd'hui, Neoen a déjà constitué un parc de production électrique bientôt à 8 gigawatts, c'est l'équivalent d'à peu près 8 réacteurs nucléaires. Donc ça, ce sont des cash flows. C'est aussi pour nous le moyen de réinvestir dans la capacité additionnelle qu'on prévoit de développer, puisque notre ambition est de tripler de taille. Mais donc Neoen qui a fait un énorme effort grâce à ses actionnaires, un énorme effort capitalistique pour aujourd'hui arriver là où elle est, a encore évidemment beaucoup d'avenir, mais une vraie capacité d'autofinancement. Ça, c'est peut-être la nouveauté de ces dernières années. Donc c'est un message pour Catherine MacGregor et Patrick Pouyanné. Vous n'êtes pas à vendre. En tout cas, bravo Xavier Barbaro d'avoir été... bravo, d'abord félicitations. Bravo pour votre prix. On vous garde pour le coup, Nantin. Xavier, vous pouvez rejoindre la salle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est par la gauche. On va vous garder tous les deux puisqu'on va... Merci. On va maintenant faire la fête, on vous l'a promis. On va célébrer les athlètes des Jeux Olympiques. On va les faire monter sur scène. D'abord, au premier rang d'école, Tony Estanguet, David Douillet, mais aussi... Dany Dan, Marine Boyer. Thibauté Adolphe, Souleymane Sissoko qui va nous rejoindre également. Venez nous rejoindre sur scène. On vous attend tous. Et avec eux, évidemment, c'est BFM Business. Ouais. Les sponsors des Jeux, ceux qui accompagnent les athlètes. Stéphane Palaise de la FDJ. Venez nous Jacques Hachenbrois de Orange. Ben Smith, Air France. Sophie Bellon de Sodexo. Franck Matisse. Nicolas Dupeux d'Accor Arena. Philippe Duchesne de Samsung. Julien Vilteret de EDF. David Gliger d'ArcelorMittal. Mathias Laure de Cisco. Laurent Trail d'Alliance Trade France. Et Mina Elbaz de Westfield. Merci à tous d'être avec nous, athlètes et sponsors des Jeux Olympiques Paris 2024. On ne sait plus où se mettre. Venez. Alors venez, merci à tous d'être avec nous ce soir. Où est passé Tony Estanguet? Vous êtes là, Tony Estanguet, c'est parfait. Président du comité d'organisation des Jeux. Tony, il faut nous rassurer. Ça sera prêt, les transports, les piscines, les stades, les constructions. C'est prêt, on est bon là. Tout va bien, tout va bien. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir, en si bonne compagnie. Oui, on sera prêt. La France sera prête effectivement pour accueillir les 15 000 athlètes qui vont venir de plus de 200 pays, organiser les 878 compétitions dans 54 sports et puis faire rayonner la France. On l'a vu ce soir, il y a quand même de très belles entreprises en France qui font au quotidien tout ce qu'il faut pour faire rayonner la France. Et nous, c'est ce qui nous anime aussi, c'est être le plus ambitieux possible pour de la cérémonie d'ouverture à la dernière cérémonie de clôture, faire que ces Jeux rayonnent, faire que ces Jeux marquent tout ce que notre pays est capable de faire. David Douillet, évidemment multi-champion olympique. On va faire en sorte aussi que les sports rayonnent. Alors évidemment, notre groupe sera vraiment en première loge, notamment avec RMC. Je crois que vous avez quelques petits projets avec eux. En tout cas, le sport va rayonner pendant toute cette journée olympique à Paris. Oui, au sein des équipes d'RMC et de BFM TV, le sport va... On espère qu'on va les sublimer, ces médailles qu'on attend vraiment de pied ferme. J'espère que tous les athlètes, vous allez nous régaler. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a toute cette période de jeu. Et ce que fait Tony, c'est formidable, parce que c'est grandiose. On les a eus il y a 100 ans, on les a aujourd'hui. Il faut comprendre que les Jeux, et je pense que les Français n'ont pas encore compris réellement l'importance des Jeux pour un pays. Ça va booster la culture du sport, mais aussi de l'initiative, de l'entrepreneuriat pour les 30, 40 ou 50 prochaines années. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir des exemples sur leurs yeux et chez eux. Et le déclic de se dire, mais en fait, moi aussi je suis français, je peux peut-être le faire, ça va peut-être arriver, tout simplement. Et c'est cette magie-là qu'il va falloir créer pour que les Jeux soient vraiment bénéfiques pour la France. Alors on va présenter ensemble ceux qui vont nous faire rêver. On va commencer par une nouvelle discipline que les Jeux Olympiques accueillent. C'est le breakdance avec Dany Dan, B-Boy Dany, il paraît qu'on dit dans votre discipline. Alors, le breakdance qui est quand même une activité de liberté, de rue, qui va arriver dans un, pardon Tony, mais une forme de carcan des Jeux Olympiques avec des règles. Ça va le faire? Oui, bien sûr. Pour nous, c'est déjà un honneur d'être là. Que le breaking fasse son entrée au jeu, c'est une danse, c'est urbain. Donc là maintenant on rentre au jeu, comme on peut le voir à l'écran. Et
pour moi, c'est un honneur parce que je vais représenter un pays. Je pensais même pas que j'allais le faire un jour avec le breakdance, du coup. Et pour moi, j'ai pas les mots, j'ai juste envie de danser et représenter la France, en fait. Alors là, je crois que là, vous avez lancé un truc. Là, vous êtes bon, là. J'avoue que je suis pas en tenue, mais je peux quand même faire un petit truc. Allez, moi, prends votre micro. Allez-y. Je prends le chapeau, si vous voulez. Marine. Alors, on n'a pas de musique. C'est pas grave, non. Ah oui. Bravo. Ah, bravo. Super. Merci beaucoup, Dany Dan. Merci. On vous souhaite vraiment, on vous souhaite tout le meilleur pour ces Jeux. Timothée Adolphe, vous êtes juste derrière Stéphane Palaise. Stéphane, vous êtes juste devant Timothée. Si vous pouvez vous décaler un tout petit peu. Timothée. Voilà, Timothée, vous êtes athlète paralympique non-voyant, médaillé de bronze du 400 mètres dernier mondiaux paralympiques. Vous courez avec votre guide à deux. Comment on se prépare à deux? Eh ben en fait, on se prépare pas à deux, justement. C'est toute l'importance de l'équipe, puisque j'ai 4 kits au quotidien. C'est un travail qui est... c'est la même préparation qu'un athlète olympique. Faut le noter. C'est la même exigence, surtout. Et à savoir que nous, on a toute la partie de la synchronisation à travailler avec chacun des guides, dont un, petite info, qui peut potentiellement faire et les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Ah ouais. Donc voilà, être guide, c'est pas être un sous-athlète, c'est aussi être un athlète de haut niveau et être un athlète de haut niveau reconnu. Donc voilà, et puis on est en pleine préparation, ça a bien commencé. Elle se passe très bien pour le moment et demain on part à La Réunion pour un stage intensif. Donc voilà. Bon bah super, on vous suivra également Timothée et votre guide puisque vous travaillez à deux. Et puis on est avec Nantenin Keita. On a une candidature ce soir. Une candidature pour être porte-drapeau des Jeux Paralympiques. Nantenin, bah écoutez, il y a Tony Estanguet qui est là. Je vous propose de faire un discours de candidate pour être porte-drapeau. Nous, on vous soutient en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est à Tony que je dois faire le discours, mais en tout cas, je vais m'adresser à toute la salle. Oui, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis sur ma 5e Paralympiade. J'ai commencé les Jeux, j'ai fait ma première compétition sur des championnats du monde à Lille. Et je trouverais ça assez sympa de terminer sur les Jeux en France en étant porte-drapeau. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est porte-drapeau, c'est pas juste défiler avec le drapeau. C'est être capitaine d'une équipe, c'est emmener toute une équipe avec nous et aussi emmener toute la France derrière nous. C'est vrai que nous, sur les Jeux Paralympiques... Il y a David Douillet qui dit « elle est très bonne ». Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. C'est vrai que moi, je vote pour vous, en fait. Non, mais c'est vrai qu'en plus, nous, sur les Jeux Paralympiques, on a cet enjeu aussi majeur, au-delà du sport, de vraiment accompagner le changement de la société sur le handicap, sur la différence de façon générale. Donc, le match retour sera hyper important et je serai ravie de vous servir en tant que capitaine et porte-drapeau. Alors, je ne sais pas tourner, mais voilà. Là, je ne sais pas si David ou Tony vous voulez répondre, mais ça va être dur de dire non. Hein. Moi, j'ai adoré. Hein. Bravo, Nantenin. Alors, sache que c'est absolument pas moi qui décide, mais en tous les cas, avec David, on a été porte-drapeau. Donc, nous, on vote pour. On t'accueille dans le club avec grand plaisir. Alors, ces sportifs et ces Jeux Olympiques, ils sont bien évidemment soutenus par des sponsors, par des entreprises. Vous en avez de nombreuses ici présentes. On a un petit coup de projecteur quand même sur vous deux, Alexandre Bompard et Sophie Belon, parce que vous allez nourrir les athlètes. Je crois qu'Alexandre, vous allez apporter les ingrédients et Sophie, vous allez les cuisiner pour les 45 000 athlètes. Pardon, mais est-ce que c'est très moderne? Vous allez faire les courses, Alexandre, et Sophie va faire la cuisine, c'est ça, pour résumer? Oui, peut-être. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'amener 500 tonnes, parce que c'est ça dont on parle, de produits frais à 80% français et situés à moins de 50 km des lieux de compétition à l'ensemble des athlètes. Ça correspond évidemment à notre mission et puis on va les amener pour que Sodexo ensuite les cuisine et donc on va jouer tous les deux ce rôle important parce que c'est très important l'alimentation pendant une compétition et donc on est très heureux
d'être ensemble partenaires de ces Jeux. Sophie Bellon. Tout à fait. Alors en fait, on va créer une expérience mémorable et quand même hors norme, avec pour nous les équipes de Sodexo Live, et donc on est très très fiers. On va quand même avoir le plus grand restaurant du monde, avec 40 000 repas par jour pendant 5 semaines, qui vont s'occuper des 15 000 athlètes qui viennent de 205 pays. Ça va être aussi une restauration durable qui va faire la part belle aux recettes végétales, aux produits français et aussi à la lutte contre le gaspillage. Et enfin, ça va être aussi une vitrine de nos engagements sociaux, puisqu'on va recruter pour l'événement 6 000 personnes, à la fois de Sodexo, mais aussi en externe, en réservant 15% de ces emplois à des personnes qui sont justement éloignées de l'emploi ou qui viennent de zones prioritaires. Donc voilà, on va créer ensemble une expérience mémorable. Tous les sponsors ont un rôle particulier. Vous, Stéphane Pallez, à la FDJ, vous allez faire quoi du coup ? Alors nous d'abord, on a une tradition depuis 40 ans qui est de soutenir les athlètes. On a même soutenu Tony, donc on les choisit toujours très très bien. Alors on s'en est pas mal sorti, exactement. Donc déjà, on a une équipe qui s'appelle la FDJ Sport Factory, avec 52 athlètes olympiques et paralympiques. Et évidemment, on compte sur eux pour avoir le maximum de médailles, parce que c'est d'abord ça, les Jeux. Voilà. Deuxièmement, on est une entreprise populaire qui parle à beaucoup de Français. On a 25 millions de clients. On a le plus grand réseau de proximité de France, 30 000 points de vente. Et donc, on va parler des Jeux. David Douillet disait, il faut que les Français s'approprient les Jeux, qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils peuvent en espérer comme boost. Donc nous, on est aussi là pour ça. Alors, on fait ça aussi à travers des Jeux, donc dans notre réseau. Mais c'est d'abord pour parler des Jeux et en faire des Jeux populaires. Et la troisième chose qu'on veut faire, c'est laisser des traces. On pense que c'est très important. Alors on appelle ça l'héritage, mais moi j'appelle ça surtout des preuves que ces Jeux, ils sont pour tous les Français. Et donc c'est à travers les actions qu'on finance pour la mixité, l'inclusion et des terrains de sport sur le territoire, parce qu'on pense que quand on pourra dire que grâce à ça, on a aussi créé des équipements sportifs de proximité, eh ben, on n'aura pas perdu notre temps, et c'est une vraie preuve que ces Jeux, ils sont pour tous les Français. Il nous faut des équipements sportifs, justement. Christophe. Oui, alors on va donner un exemple, un coup de projecteur sur une entreprise qui existe depuis 5 générations. On aime bien aussi les entreprises familiales sur BFM Business. C'est Matisse, c'est Franck Matisse, son dirigeant, qui va fabriquer le grand palais éphémère, des logements aussi pour les sportifs, et la piscine, cette fameuse piscine de très grande surface, 100 mètres, sans poteaux. C'est quelque chose qui n'avait jamais été construit dans le monde. Oui, bonsoir. Oui, alors, l'entreprise a effectivement réalisé ces projets et d'autres équipements sportifs. Alors, c'est vrai qu'on a un exploit de niveau mondial qui est effectivement cette piscine olympique. On franchit une centaine de mètres avec une poutre en bois de 50 cm de haut. Là, on voit un petit peu le chantier. C'est juste en face du Stade de France. Donc, en soi, c'était déjà un exploit, une première mondiale. Et je dirais que l'entreprise a toujours été, et puis c'est un peu le thème de la soirée, hein, a toujours été orientée dans l'innovation, puisqu'elle existe depuis 200 ans, et vous existez pendant 200 ans si vous êtes en permanence dans l'innovation. Et je dirais qu'en plus de cette innovation, il y a aussi quelque chose qui nous rapproche de nos amis sportifs, qui est le sens du défi, de la compétition, de la rigueur. Et donc, je veux simplement leur dire que moi, j'ai fini mes Jeux Olympiques. Je suis tranquille. Maintenant, c'est à votre tour. Et vraiment, tous nos voeux, on vous souhaite autant de réussite qu'à nous. Voilà, merci. Un dernier mot, Tony Estanguet. Vous avez quand même la pression entre tous ces sportifs super motivés et ces entreprises qui sont à fond. Mais quel régal, quel régal. Merci à toutes et tous vraiment pour votre implication, parce que ça ne se sait pas assez, mais l'organisation des Jeux repose sur des entreprises. On a 69 entreprises partenaires aujourd'hui qui financent à 97% le coût d'organisation des Jeux. Ce sont des milliards et des milliards qui sont injectés dans l'économie française et qui permettent aussi à des entreprises d'être prestataires, d'être fournisseurs, de mettre en place des innovations. On l'a vu avec un centre aquatique olympique qui va devenir une référence mondiale. Mais globalement, sur la restauration, sur l'ensemble des enjeux autour de l'organisation des Jeux, ce sont des entreprises françaises qui apportent des savoir-faire, des innovations.
c'est le meilleur de la France qui va s'exprimer avec Paris 2024. Et en fait, tout ça n'est possible que parce que les entreprises sont au rendez-vous, pour que les athlètes puissent nous faire rêver. Et bien évidemment, on est tous derrière eux. Et je voudrais juste terminer sur un mot sur les Jeux paralympiques. Beaucoup d'entre nous, on connaît très bien les Jeux olympiques, on connaît moins les Jeux paralympiques. On a vu ce soir le témoignage de Nantenin, de Timothée. Ce sont des grands champions français qui vont nous faire rêver. Alors, merci de vous connecter aussi aux Jeux paralympiques. C'est la première fois que la France va organiser les Jeux paralympiques d'été. Et ça va être un événement qui va tous nous changer. Je pense que ça va vraiment laisser un héritage très fort. Et donc, voilà, je pense que c'est important qu'à partir de maintenant, on célèbre aussi les Jeux paralympiques de Paris 2024. Merci beaucoup, merci à tous, on les encourage. Les applaudir. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous pouvez rejoindre. On va juste garder Laurent Treille. Il est où Laurent Treille? Il est là, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Allez-y tous par On la a besoin de vous pour parler du prix de la conquête internationale. C'est notre nouveau prix. Laurent Treille, président du comité exécutif Alliance Trade France, a besoin de vous pour connaître ce contexte international dans lequel nos entreprises françaises doivent se lancer. Parfois, c'est difficile. En ce moment, quel est le contexte en matière d'innovation, d'exportation, exportation Tout à fait. Bonsoir à tous. Bon, tout d'abord, je suis ravi de passer après cette séquence sportive. Alliance est partenaire également des Jeux Olympiques et Paralympiques. On est très très fiers. On est derrière l'équipe de France et Alliance Trade sponsorise d'ailleurs 2 athlètes. Donc on espère qu'ils vont gagner. Et ce soir, ce prix de la conquête à l'exportation, finalement, on a aussi l'équipe de France d'exportateurs très performants, des entreprises, des fleurons de l'industrie qui tirent des filières et qui avancent et qui marquent des points à l'exportation. Alors, dans quel contexte vont-ils évoluer cette année? Quel est le terrain de jeu pour ces athlètes aussi? En fait, on le voit, l'économie ralentit. Sur l'année qui vient, on s'attend à une croissance assez faible au niveau global, en dessous des 3%, avec des zones comme les États-Unis ou l'Europe autour des 1%. Donc, on n'a pas de quoi s'enthousiasmer sur la croissance. Néanmoins, on a quand même des perspectives de reprise en fin 2024. Et on sera bien sûr attentif à ces signaux. Est-ce qu'on peut donner un petit mot sur la conjoncture, justement, ce qui nous attend pour l'année 2024, Laurent? Alors, ce qui est positif également, c'est que l'inflation commence à refluer. Les politiques économiques... Alexandre Bompard nous l'a promis, il allait baisser les prix. Tout à fait. Et les politiques monétaires portent leurs fruits, donc on voit l'inflation commencer à fléchir. Moi, j'ai 2 points qui m'intéressent sur l'année 2024. D'abord, l'e-commerce en B2B qui fait une très forte progression. On est sur des croissances de 15% sur les prochaines années dans ce domaine du e-commerce, avec de grosses opportunités pour les exportateurs. Également, la réindustrialisation en France, on voit un retour de l'investissement productif et la France rattrape un certain retard qu'elle avait sur l'équipement et la productivité. C'est le moment, il faut y aller, il faut exporter. Merci beaucoup, Laurent Treille. Alors, qui est notre gagnant de la conquête à l'international? Alors, notre gagnant est Philippe Delpech de Sonépar. Philippe Delpech de Sonépar. Venez nous rejoindre sur scène. Venez nous rejoindre, Philippe Delpech. Sonépar, c'est un groupe familial indépendant, leader mondial de la distribution de matériels électriques, solutions et services pour les professionnels. Au quotidien, le groupe facilite la vie de ses clients en privilégiant les interactions en agence, sur le terrain, par téléphone ou en ligne. En 5 chiffres, Sonépar, c'est 32,4 milliards d'euros en 2022 grâce à l'entrain de ses 44 000 collaborateurs, dont 5 500 en France, 80 enseignes de distribution et 10 milliards d'euros de vente en ligne. Aujourd'hui, présent dans 40 pays, le groupe ambitionne aussi d'être omnicanal afin d'offrir une expérience entièrement numérisée et synchronisée à l'ensemble de ses clients. Sonépar propose également une offre verte et permet à ses clients de pouvoir eux-mêmes respecter leurs engagements climatiques. Philippe Delpech, ce prix qui vous est remis par notre partenaire. Bravo. Bravo à vous. Non mais c'est incroyable, Sonépar. Je ne sais pas si vous avez vu,
C'est une entreprise qui est un peu sous les radars, qui fait 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Non, vous ne connaissez pas. Et du coup, on voulait vous célébrer parce qu'en plus, vous faites 40% de votre chiffre d'affaires aux États-Unis. Alors expliquez-nous, d'abord c'est une entreprise familiale qui a quoi, 105 ans, créée par 2 familles. Ils sont aujourd'hui aussi nombreux que les Mulliers, 500 cousins et cousines qui sont au capital. Et qu'est-ce que vous faites exactement et comment vous êtes arrivé à faire 40% du chiffre d'affaires aux États-Unis? Bon, d'abord, merci pour le prix. C'est une année importante pour nous puisque cette année, pour la première fois, Sonepar va réaliser plus de 30 milliards de chiffre d'affaires à l'international. On passe la barre, on va faire 34 milliards, dont 3 milliards en France. C'est un groupe peu connu parce qu'on est dans le B2B, on vend du matériel et des systèmes électriques à des professionnels, donc le grand public ne nous connaît pas. Et c'est un groupe qui est un des plus gros groupes français aux États-Unis, 14 milliards, extrêmement international. Le comité de direction a 12 personnes, 9 nationalités. La langue anglaise est notre langue de travail. Donc, Et comment vous avez fait ça? On a fait ça parce que c'est une culture. Je pense que le groupe a été créé en 69. En début des années 70, il a déjà doublé sa taille à l'international en rachetant une société plus grosse qu'en Hollande. Et depuis, c'est la culture. On est rentré en 2000 aux US. On fait 14 milliards cette année. Et c'est un marché, on est sur le marché de l'électrification, on est sur le marché du CO2. Et donc, on est sur des grands trends mondiaux qui nous portent. Eh bien, que ça continue. On vous souhaite vraiment que ça continue. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau des BFM Awards ce soir. Vous pouvez rejoindre la salle par la gauche. C'est l'heure désormais du prix de la transmission familiale. Et pour remettre le prix de la transmission familiale, je vais vous demander d'accueillir Elon Musk, le patron de SpaceX, du réseau social X et de Tesla. Ah. Il doit avoir une... Hello. Oula. Hello, Mr. Fogiel. Hello, Ariane Massenet. Non, toujours pas. I'm very proud to be here. Alors, en revanche, on dit Musk. Mon nom, c'est Musk, Elon Musk. Et puisqu'on m'a demandé de venir détendre l'atmosphère, j'ai inventé une petite blague pour vous. Ça, attention, ça va secouer. Monsieur et madame, ces fessiers, bande de feignasses, ont un fils milliardaire. Comment l'appelle-t-il? Elon? Non. Elon Musk. Oui, alors... Elon Musk, ses fessiers, bande de feignasses. Alors... C'est aussi ça l'innovation, mesdames, messieurs. Je sais pas si... C'est prendre des risques. Et n'avoir pas peur. Voilà. Je crois que définitivement, vous n'êtes pas Elon Musk. Oh, mais alors ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment c'est très français, ça, cette suspicion. Eh ben, vas-y, Élise Lucet, là, si t'es plus maligne que tout le monde, pose-moi des questions. Bah alors, je sais verras pas, bien moi, que vous je suis avez combien Elon d'enfants? Combien d'enfants? Combien j'ai d'enfants? 12. Donc 4 robots. Par contre, me demandez pas leur prénom, je les connais pas, eux-mêmes ne savent pas comment ils s'appellent. Voilà. Vous avez une autre question? Oui, pourquoi vous êtes à Paris? Je sais qu'il y a un dîner ce soir à l'Elysée, Bill Gates. Oui, ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. Merci de poser la question, monsieur Duhamel. Je suis à Paris parce que je voudrais convaincre la maire de Paris de rester sur Twitter. Madame Dalgo a annoncé que Twitter était un vaste égout mondial et je voudrais lui dire que c'est un coup dur pour nous. Voilà. Déjà en 2022, Manuel Valls, ça nous avait fait du chagrin. Mais là, il faut absolument, je lui dis officiellement, Annie, if you hear me, stay on X. Restez dans le X. Elle est pas là. Elle est pas là? Mais il y a Tony Estanguet qui est très proche d'elle. Tony Estanguet, restez dans le X aussi, pour d'autres raisons. Elle est pas là, mais on a des grands patrons, si vous voulez. Comment? On a Ben Smith, Air France, oui. par exemple, le patron d'Airbus, Guillaume Faury. Oui. Oui, Alors, je vais m'adresser à eux, mais je vous cache pas qu'il faut que je les Wikipède un petit peu auparavant, et je reviens vous voir. Bah, vous faites ça. Hein. Au revoir. Merci Vincent. Au revoir. Merci, vous êtes formidable. Merci. Bon. On va maintenant dévoiler le vrai prix En vrai. de la transmission familiale. Il faut qu'on appelle nos invités. Et oui, donc, du coup, avec Sophie Bollon, PDG de Sodexo, et Marguerite Bérard, directrice des réseaux France de BNP Paribas et membre du COMEX de la BNP, qui est un des partenaires historiques de cette cérémonie. Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Marguerite Bérard, chaque année, ce prix revêt une importance particulière. D'abord parce qu'on le disait, nous, on aime beaucoup les entreprises familiales qui sont souvent un gage de stabilité d'endurance et de pérennité. Peut-être qu'en ce moment, avec la conjoncture qui se dégrade, l'incertitude, est-ce que c'est un atout d'être une entreprise familiale
ou est-ce que c'est au contraire une faiblesse? Bonsoir, je crois que c'est un atout et pour 3 raisons. La première, c'est qu'une entreprise familiale, elle a un rapport particulier au temps long et donc à l'investissement. La deuxième, c'est qu'une entreprise familiale, elle a une vraie capacité de résilience. On l'a vu pendant le Covid, parce qu'on est actionnaire, parce qu'on est aux commandes, on est une sorte de force de réaction rapide. Et puis, la troisième raison, c'est que ce sont des maisons qui ont des valeurs très fortes, et par exemple celle de la transmission, et ça je crois que quelqu'un comme Sophie peut en témoigner. Alors justement, Sophie Bellon, vous avez repris l'entreprise avec vos frères et sœurs, vous êtes 3? 4. 4. 4, c'est pas facile quand même. Bon non, c'est bien, 4. Rien n'a été dur dans la succession, vous vous êtes entendus, vous avez réussi à prendre la même direction? Alors déjà, en fait, Sodexo, c'est vrai, a été créé par mon père en 1966. Il nous a élevés en disant régulièrement à mes frères et sœurs et moi, on ne confond pas organigramme et arbre généalogique. Ouais. Donc déjà. Donc moi personnellement, je suis partie après mes études travailler à New York. Je suis revenue pour avoir une autre expérience hors du groupe. Je suis revenue, j'ai intégré le groupe en 94. Et en 2012, il nous a tous convoqués et il nous a dit, voilà, je souhaite que ce soit l'un de vous qui devienne président du conseil d'administration. Et il a dit, mais je ne m'en occupe pas, j'ai vu trop de familles se disputer, donc vous vous débrouillez. On a organisé avec mes frères et sœurs un processus et en 2016, j'ai été nommée présidente du conseil. C'est la démocratie intérieure chez Sodexo. Marguerite Bérard, on était avec Olivier Agagard tout à l'heure, qui fait nous le plaisir d'être là ce soir. C'est la ministre des PME, elle s'engage à faciliter le fait que les entreprises grandissent, deviennent des ETI. Qu'est-ce qui manque encore? Quels sont les éléments que vous adressez à elle, dont vous avez besoin pour accompagner mieux les entreprises familiales à grandir et à transmettre parfois? Ok, alors on approche de Noël, donc je vais faire un vœu qui n'est pas pour nous, mais pour les entreprises qui sont là. Souvent, effectivement, on transmet dans la famille, et de ce point de vue-là, on a quelque chose comme par exemple le pacte du trade qui est extraordinairement efficace. Je me dis que parfois, ce sont des maisons qui sont aussi transmises à des collaborateurs proches. Et là, il manque peut-être d'instruments, notamment en termes fiscaux, pour accompagner ce type de transmission et que ça pourrait être intéressant. Mais encore une fois, on approche de Noël, on ne sait jamais. Oui, écoutez, on va écrire, on va vous répondre. C'est vous, Marguerite, qui avez l'enveloppe avec le lauréat ou la lauréate. Alors, le lauréat de la catégorie transmission familiale est une lauréate, Anne-Charlotte Fredenucci, du groupe Ametra. Bravo. Anne-Charlotte Fredenucci, venez nous rejoindre sur scène. Du groupe Ametra. Je suis serre la main. 45 ans, c'est l'âge que fête Ametra cette année. Un groupe concentré sur les industries de la défense, de l'aéronautique, du spatial, du transport et de l'énergie. Ametra, c'est une histoire de famille. Fondée en 1978 par Claude Deroure, c'est aujourd'hui sa fille, Anne-Charlotte Fredenucci, qui est à la tête de l'ETI depuis 2009. Alors qu'à l'époque, ils étaient 300 collaborateurs pour 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui, ils sont 750 pour 55 millions. De Dassault à Thales, en passant par Ariane ou encore Safran, Ametra conçoit et assemble des équipements pour les plus grands du secteur, en France, en Tunisie et en Inde. Au travers de 3 entités, le groupe Ametra allie aujourd'hui un savoir-faire en ingénierie de produits et moyens mécaniques ainsi qu'en ingénierie et intégration de systèmes électriques et électroniques. Et bravo Anne-Charlotte Fredenucci, voici votre award de la transmission familiale qui peut être remis par Marguerite Bérard et Sophie Bellon. Anne-Charlotte Fredenucci, bravo à vous. Il est loin le temps où votre père avait des doutes pour vous léguer le groupe. C'était il y a 15 ans. Vous avez fait plus de x2 sur le chiffre d'affaires. C'est de l'histoire ancienne tout ça.
C'est de l'histoire ancienne, mais c'est vrai que j'ai toujours entendu mon père dire « J'aurais bien aimé avoir un fils pour reprendre mes entreprises ». Comme il n'avait que 2 filles, à un moment donné, il a fallu se résoudre à l'évidence. Il fallait transmettre à l'une de ses filles. Et ça a été moi. Et pour mon plus grand bonheur, vous avez cité tout à l'heure quelques points communs entre les entreprises familiales. J'ajouterais la passion. Finalement, dans une entreprise familiale, on parle business et on parle affect tous les jours. Et c'est vrai que chez Ametra, ce qui nous réunit, ce qui rassemble les 750 collaborateurs, c'est la passion. C'est l'amour du travail bien fait, de l'objet technique. Quand on a la chance de concevoir et de fabriquer des morceaux d'avion, des morceaux de fusée, quand on a la chance de faire des calculs sismiques sur des charpentes dans des systèmes nucléaires, évidemment, on est tous passionnés. On adore ce qu'on fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'existe plus de doute. J'ai tracé ma voie à la tête d'Ametra. Alors je vais quand même poser une question que je ne devrais pas poser, que j'espère ne plus poser dans 10 ans. C'est une femme à la tête d'une entreprise comme celle-ci, de l'industrie, de l'armement. Est-ce que c'est aujourd'hui encore un handicap ou ça peut être un atout ? 100% un atout. Ouais. J'en suis absolument convaincue. Et j'ai d'ailleurs un message à passer à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Mesdemoiselles, mesdames, l'industrie est une autoroute pour vous. Nous n'avons pas encore assez de femmes dans l'industrie. Et dès que vous aurez démontré vos capacités professionnelles, il y a des places pour vous très vite tout en haut de la hiérarchie de ces entreprises industrielles. Donc venez, et particulièrement j'aimerais adresser un message aux collégiennes, aux lycéennes qui hésitent à choisir des voies scientifiques. On a besoin de vous dans l'industrie, on a besoin de vous pour décarboner l'aéronautique, on a besoin de vous pour développer l'industrie nucléaire de demain, on a besoin de vous pour changer le monde. Bien, merci. Le message est passé. Ouais. Merci beaucoup Anne-Charlotte Fredenucci. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. Je vous invite à rejoindre la salle. On parlait justement de décarboner. Vous le savez, hein, on est en pleine COP 28. Le climat plus que jamais au cœur de la transformation des entreprises. Et pour nous en parler, pour nous parler du rôle de la France, je vous demande d'accueillir Monsieur Adrien Michel, ministre de la souplesse énergétique. Ça n'existe pas, ça. Moi, je sais ce que vous allez dire. Non, mais je sais, vous allez dire que je ne suis pas vraiment ministre. On travaille, en fait. Oui, mais moi aussi, je travaille, madame. Je ne suis pas vraiment ministre, mais comme les 3/4 des ministres sont inconnus aujourd'hui, je sais que c'était plus crédible qu'Elon Musk pour m'incruster dans la cérémonie. C'est vrai, on les connaît plus, les ministres, aujourd'hui. Quelques-uns. Hein? Non, mais je veux dire, à l'époque, vous voyez, à l'époque, on connaissait bien Charles Pasqua, Balladur, Cahuzac, même Hervé Morin, ça nous disait vaguement quelque chose. Mais là, on les connaît pas. À part ceux qui sont mis en examen régulièrement, on les connaît pas, les ministres. Voilà. Donc, il paraît d'ailleurs qu'il y a des gens qui s'incrustent tous les mercredis au Conseil des ministres. Ah bon? Ils frappent, ils disent, ils sont dentistes ou naturopathes. Ils disent, je suis ministre des eaux usées. Et on leur offre une chaise et une Châteldon. Ah bon. Donc voilà, c'est pas ça que je voulais vous dire. J'ai réglé mon problème. Ah. J'ai croisé un type là dans les coulisses. J'étais embêtée. Ah. Il m'a dit qu'il était patron de BlackBerry. Ah. Ça va pas fort. Non, mais non. Non, il est recroquevillé dans un coin, il répète je suis déçu, mais il m'a débloqué mon truc. Donc voilà, je vous remercie pour votre accueil dans votre belle cérémonie. J'ai entendu que des très belles choses, les gens sont ravis. Il y a un gars qui faisait un peu la grimace parce qu'il disait que l'eau était trop plate, mais je crois que c'est le DG France de SodaStream. Donc il ne faut pas y prêter attention. Merci beaucoup, de votre accueil, à bientôt. Merci Vincent De Dienne qui était avec nous ce soir. À la prochaine fois. Au revoir. Et c'est maintenant la séquence tant attendue qui récompense nos patrons les plus connus, les plus compétents, le prix du manager de l'année. Vous avez vu, quand vous avez dit les plus compétents, il y a eu un petit brouhaha dans la salle. Mais j'ai hésité, mais bon, j'étais lancée. C'est trop tard. En tout cas, comme le veut la tradition, c'est le lauréat du manager de l'année 2022 qui va remettre ce prix. Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus. Et Arthur Dreyfus. Ah, pardon. Arthur Dreyfus, le PDG. Non, je devais le dire. Ah bah dites-le alors. Arthur Dreyfus, le PDG d'Altis. Je suis désolée. Arthur, bienvenue. On va peut-être commencer avec vous, Arthur, justement. Le thème de cette soirée, c'est changer le monde. Quelle peut être notre contribution en tant que groupe à ce changement du monde, à ce monde qui vient? Chaque jour, nous accueillons des dizaines de chefs d'entreprise sur nos antennes et nous essayons d'accompagner les entrepreneurs de Paris, de province, de grandes ou de petites entreprises dans tous les secteurs. C'est ça, changer le monde. Changer le monde, c'est
favoriser la croissance, favoriser la créativité, favoriser l'innovation, favoriser en réalité l'esprit d'entreprise. Et ce qui règne ce soir sous cette merveilleuse pyramide du Louvre, c'est cet esprit d'entreprise. Alors que la société est fracturée, alors que la société est divisée, s'il reste une chose solide, c'est l'entreprise. Et c'est grâce à vous, mesdames et messieurs, qui faites vivre l'entreprise, qui faites vivre cette passion de la création, cette passion de la création de valeur, qui n'est pas un vain mot. Et c'est dans ces soirées comme ça que l'enthousiasme dans le pays, que l'unité du pays accélère, augmente. Et BFM Business est très fier de participer à cela. Arthur, l'an prochain, ça sera les 20 ans. J'espère que du coup, je serai encore là. Qu'est-ce qu'on pourra faire de mieux, de plus? Déjà, un petit mot sur ces 19 dernières années de BFM Awards. Ce sont plus de 120 lauréats, ce sont plus de 200 remettants. Sur ces 19 dernières années, il y a eu 15 gouvernements. Il y a eu 11 ministres de l'économie. Les gouvernements passent, les ministres passent, mais BFM Business reste. Il n'y a eu que 2 actionnaires pour BFM Business, et avec Alain Veil qui a créé les BFM Awards, avec Patrick Drahi, nous serons là tous ensemble l'année prochaine pour les 20 ans. Cette année, nous sommes 500 sous la pyramide du Louvre. L'année prochaine, dans un lieu que l'on vous communiquera dans quelques temps, nous serons plus de 1000 avec l'ensemble des lauréats de ces 19 dernières années, avec vous Christophe, avec vous Laure, avec chacun parmi vous ce soir pour fêter l'entreprise, fêter la création, fêter la croissance. Alors Guillaume Faury, ouais, on sera là. Guillaume Faury, changer le monde, c'est décarboner le monde, décarboner l'aérien au moment où la demande d'avions explose. On est content pour vous. Est-ce qu'on peut être aussi content pour la planète? Alors l'aviation, c'est un mode de transport extraordinaire. Il a besoin comme seule infrastructure, une infrastructure naturelle qui est l'air. Et les externalités de l'aviation sont très faibles, à part dans le domaine du carbone. Donc l'aviation est une solution. Le carbone est un problème. Et effectivement, on est en train de s'attaquer à ce problème. Il est difficile à résoudre, mais il est possible à résoudre. On a besoin d'une mobilisation forte sur les technologies pour améliorer la consommation des avions et aller vers des avions qui consommeront d'autres carburants que des carburants fossiles. Mais on a aussi besoin d'un gros travail sur les énergies. Et donc, on n'a jamais eu une situation où on a autant d'acteurs à coordonner. Mais le monde s'est mis d'accord pour atteindre la neutralité carbone en 2050 dans l'aviation. Et récemment, il y a eu une conférence à Dubaï sur les carburants, où également un certain nombre de décisions importantes ont été prises. Donc tout le secteur est mobilisé pour y arriver, pour que les générations futures puissent continuer à prendre l'avion, mais sans avoir d'impact sur la planète. Voilà le challenge. Guillaume Faury, avant de nous dire qui est le lauréat, juste en termes de cadence, on a vu ces commandes stratosphériques de la part des compagnies aériennes. On y arrive? On arrive à suivre, à produire comme on le souhaitait? Alors en fait, on n'y arrive pas autant qu'on voudrait. Effectivement, la demande est considérable. Et on prend beaucoup plus de commandes qu'on a de capacité à court terme pour livrer. Les supply chains, les fournisseurs autour du monde, en fait, n'ont pas encore récupéré de la situation du Covid. Les compétences sont longues à acquérir et on est toujours en train de souffrir de la situation post-Covid. Mais ça manifeste d'une très grande santé du secteur aérien et d'une très grande demande des êtres humains pour voyager sur la planète. Donc voilà, on est au boulot pour résoudre ce problème de production. Alors c'est vous qui avez l'enveloppe avec le nom du lauréat. Dites-nous qui est le manager 2023 de l'année. Avec plaisir. Je sais déjà, j'ai regardé derrière les coulisses. Le lauréat du prix du manager de l'année 2023 est Ben Smith, Air France KLM. Ben Smith, venez nous rejoindre sur scène. Félicitations. Donc bonsoir. C'est pas banal, en fait, on n'avait pas prévu, mais en fait, vous êtes en train de remettre le prix à l'un de vos meilleurs clients quand même. Hein. Le prix du fournisseur à son client. Alors, je tiens à préciser que je n'y suis absolument pour rien. C'est un très grand plaisir, Ben, de te remettre ce prix du manager de l'année. Je pense que j'aurais pas pu choisir mieux, effectivement. Air France, KLM et Ben ont fait preuve de beaucoup de confiance pour Airbus, et maintenant on a beaucoup de responsabilités pour fournir les avions. Air France, KLM et leur permettre de faire leur croissance. Alors justement, allez-y, remettez ce trophée à Ben Smith. Ben Smith, c'est pas Guillaume Faury qui a voté, mais quand même ce trophée récompense cette année exceptionnelle 2023 pour Air France.
Le Covid, c'est complètement derrière vous. Ce redressement, cette reprise du trafic aérien, quelle année quand même? Oui, quelle année. Bon, premièrement, merci Guillaume. J'aurais pas imaginé que ça serait toi qui fasse ramasser ce prix. Et merci à BFM Business. Nous, on a eu les derniers 5 ans pour nous, était vraiment un vrai challenge. On a commencé en 2018 où Air France KLM était dans une position très compliquée en termes de rentabilité. Et ensuite, on a vécu la période de Covid. Heureusement, les derniers 2 ans, on a transformé l'entreprise. Nous sommes dans un état beaucoup plus solide qu'on était durant la période de Covid. Et je suis vraiment honoré de recevoir ça aujourd'hui. Particulièrement de Guillaume. On a une relation extraordinaire et j'espère que ça peut continuer. Bravo pour ton français, Ben. Bravo. Et Ben Philippe, une question quand même, parce que la responsabilité de décarboner, elle est collective. C'est la vôtre, c'est celle des constructeurs, c'est celle des fabricants de carburant. Est-ce qu'on va y arriver tous ensemble? Oui, pour nous, comme compagnie aérienne, on a vraiment 2 axes qu'on peut dire aujourd'hui. C'est la nouvelle technologie. Ça fait 5 ans que je suis ici et ça fait seulement des avions Airbus que j'ai commandés, plus que 200. Ils sont arrivés? Ils ont été livrés? Bon, ils ont commencé à livrer, mais il y a un backlog de la part de Airbus, mais on va arriver. Non, donc la nouvelle technologie, c'est très important pour nous, parce que ceux d'entre vous qui ne sont pas dans notre industrie, la nouvelle technologie, les avions consomment moins de 25% de CO2, de pétrole aussi, et le bruit sonore, ça baisse par 30%. Donc ça, c'est une forte amélioration d'une ancienne technologie. Et qu'est-ce que Guillaume vient de mentionner? Les carburants qui sont d'une nouvelle génération. Donc ça, c'est les carburants durables, SAF, on les appelle dans notre industrie. Sustainable Aviation Fuels. Donc ces 2 éléments-là, ça va vraiment nous aider à atteindre nos engagements dans les prochaines années. Eh bien, bravo d'avoir... merci pour ce prix Mary Smith d'Air France qu'on peut applaudir très fort, et on peut applaudir tous nos lauréats qui étaient avec nous ce soir et qui ont fait une image de la France incroyable, qui nous ont redonné, franchement, c'était très optimiste cette soirée. Et si on les invitait tous à revenir nous rejoindre? Absolument, venez tous. On va aussi remercier Vincent De Dienne et Caroline Lartigot, notre violoniste qui nous accompagne tout au long de cette soirée. Merci à tous d'avoir suivi. Je invite tous les lauréats, les champions, les sponsors à nous rejoindre pour ce tableau, cette photo de famille finale. Venez, rejoignez-nous. Rejoignez-nous dans un instant sur BFM Business, c'est l'after, avec une partie des lauréats. Vous allez retrouver Audrey Tcherkov, et puis nous, demain, Christophe, 6h. 5h58, vous restez dîner quand même? Rapide, je prendrai l'entrée. Allez, venez, rejoignez-nous pour la photo de famille, venez. À demain sur BFM Business. Merci à vous. Venez. La 19e cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change. Exclusif sur